Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Alors, la dernière fois, je vous ai parlé de cette histoire de Baobab au rond-point de la Colombe. En parlant de Baobab, ceux qui suivaient les marches de soutien à l'époque où elle faisait ces marches étaient d'actualité. Vous avez entendu, il y a des mois dire plusieurs fois, que ce soit à Lomé ou chez lui à Pia, que le Baobab est là, l'éléphant est là. Vous avez une fois entendu cette phrase, non? Le Baobab est là, l'éléphant est là. Vous avez entendu cette phrase? Voilà. Vous comprenez? Vous saisissez le fond de ce que je suis en train de dire. L'éléphant est là, le Baobab est là. Vous avez entendu cette phrase plusieurs fois. Alors, quand quelqu'un dit, il a dit l'éléphant. Non, il a dit l'éléphant, il n'a pas dit l'éléphant. Il ne faut pas mentir dans son compte. Et l'éléphant est là, le Baobab est là. Voilà. Alors, parlant de Baobab, vous comprenez pourquoi je dis ça? Vous comprenez pourquoi je dis ça par rapport à ce Baobab qui est à la colombe de la paix. Donc, si vous avez compris, c'est bien. Donc, je passe à autre chose. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier et le gouvernement a décidé de commémorer ce qu'ils ont appelé, ce qu'eux-mêmes ils appellent l'attentat de Sarakawa. La dernière fois, j'avais expliqué un peu ce qui s'est passé dans mon live. Aujourd'hui, je vais reprendre les mêmes choses, mais dans les détails. Puisque c'est l'événement a lieu demain, et cette nuit jusqu'à demain, il faut qu'on en parle pour ouvrir les yeux aux Togolais. On a passé des années de mensonges, de mythes fabriqués, ils ont monté une histoire bidon, une histoire totalement bidon, avec la caution de quelques intellectuels, des foutis, pour faire croire aux Togolais que, comme je l'ai dit tantôt, chaque dictateur construit son mythe, ou chaque homme politique essaie de construire son mythe. Mais ce sont des choses qu'il faut ramener à leur juste place pour que dans nos livres d'histoire, dans nos livres d'éducation civique, on ne sert pas des mensonges à nos enfants et à nos arrière-enfants. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du président ne trouva que des cadavres et des blessés. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel: le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave, où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Le cœur serré, les yeux en larmes, nous fouillons désespérément dans l'amas de ferraille. Où est-il? Où pouvait-il être? Mais le président était introuvable. Quand soudain, il apparut parmi nous avec ses habits déchirés et tout couverts de sang. Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. Un moment s'écoula. Puis, il vint au balcon de sa maison et d'une voix rassurante me dit: Améi, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres.
Et Adema n'est jamais sorti miraculeux d'un attentat ou je ne sais pas de quoi, des histoires à dormir debout. Alors, comme je le disais la dernière fois, lorsque Yadema prend le pouvoir en 1967, le 14 avril, après avoir évincé Grunitzky par les méthodes dont il est le seul à avoir connaissance, avant même qu'il n'accède au pouvoir, il était déjà le chef d'état-major de l'armée. Et il avait pour résidence le camp RIT. Et quand il prend le pouvoir, il allait régulièrement chez lui. Il allait à Kara. Et à chaque fois qu'il allait à Kara, il descendait à l'aéroport. Il descendait, ce n'est pas un aéroport, c'était une piste coloniale. Donc on peut dire que c'était un aérodrome. Comme j'ai eu à l'expliquer la dernière fois, les Allemands et les Français après ont installé quelques pistes d'atterrissage sur l'ensemble du territoire. Il y en avait dans chaque région. Il y en avait à Lomé, Lomé c'était l'aérodrome. Il y en avait à Takwame, on appelle ça aviation. À Sokode c'était aussi un aérodrome. Dans la région de la Kara, c'est le canton de Chichao qui est voisin du village de Sarakawa, ou bien du canton de Sarakawa, qui avait cet aérodrome-là, cette piste coloniale-là. C'est une piste coloniale allemande. Et puis, il y avait aussi une piste coloniale dans la région des Savanes. Je ne sais pas s'il y a Dapan ou Mango, mais il y a une piste coloniale dans la région des Savanes. Et donc, cette piste coloniale de Chichao, cette piste, elle est à Chichao. Elle est coloniale. Vous pouvez la retrouver sur la carte allemande. Elle est coloniale. C'est une piste. Oui, il y avait aussi à Nero Azebe. Voilà. Elle est coloniale. Donc, elle est largement postérieure à l'aéroport de Niamtougou. L'aéroport de Niamtougou, c'est dans les années 82-83. Donc, quand Eyadema prend le pouvoir, il allait régulièrement à Kara. Et il atterrissait sur cette piste-là. Et avec ces pilotes, les mêmes pilotes, les pilotes blancs, je vais vous donner le nom du pilote qu'ils ont exécuté à la suite de ce mauvais atterrissage. Donc, c'est là-bas qu'il atterrissait, sur la piste de Chichao, et puis après, il prenait son véhicule et il rentrait chez lui à la maison. Et donc, il y a, à l'époque, le colonel Ameyi, ou bien je ne sais pas s'il était colonel ou commandant, Ameyi était le préfet de Kara, ça s'appelait Lamakara. Donc, Ameyi était le préfet de Lamakara. Et à chaque fois que Yadema devait arriver là-bas, c'est Ameyi qui se déplaçait avec les autorités coutumières de la localité pour recevoir Yadema. Donc, et généralement, c'est les jeudis qu'ils allaient pour passer le week-end. C'est les jeudis qu'ils allaient. Voilà, quelqu'un dit capitaine. Donc, c'est les jeudis qu'ils allaient pour passer le week-end. Et donc, quand ils ont fini la fête du 13 janvier à Lomé, ils ont décidé d'aller continuer la fête à Kara, donc à Pia. Donc, ils ont pris l'avion, c'était un DC, donc ce n'était pas un appareil de grande taille à l'époque. Donc, ils ont pris l'avion, ils l'ont surchargé un peu de tout, les vivres, les pommes de terre, les boissons, tout, au point que l'avion était tellement chargé. Et ils se sont installés, il n'y avait pas que lui seul dans l'avion, il y avait Yadema, l'ensemble de la sécurité présidentielle, le majordome, Baka, Kifalan, Tchamien, le père le colonel qui dirige le Gilat, là, le colonel barbare qui dirige le Gilat actuellement, il ne sait même pas s'il est encore aux affaires, son père qui était majordome de Yadema, et il y avait Tchafalo, et il y avait Nyandi qui était un pilote, il y avait Nyemenya qui était mécanicien. Ils étaient nombreux dans l'avion. Il y avait Béamalou, tout ça là. Et donc, en janvier, la période on est en période où il y a parfois du brouillard. Et donc, l'avion devait atterrir sur cette piste coloniale où attendait déjà le capitaine Ameyi et tout le Bataclan de chefs coutumiers et tout ça. Et donc, dans les manœuvres de l'atterrissage, il y a eu une sortie de piste. Voilà l'expression technique. Il y a eu une sortie de piste. Parce que quand le pilote, qui avait des difficultés à poser l'avion, a réussi à poser l'avion sur la piste, il a perdu les manettes. Parce que l'avion étant tellement lourd, tout a basculé, il a perdu les manettes. Et donc, il y a eu une sortie de piste et l'aile droite de l'avion a heurté des arbres.
Donc, l'aile droite de l'avion a heurté des arbres. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans cette situation inconfortable. Quand l'avion est atterri et que l'aile droite a heurté les arbres, l'avion est sorti de la piste. Donc, rien, à part cette aile qui s'est brisée, l'avion n'a pas suivi d'autres dommages. Puisque le cockpit même était normal. Les pilotes n'étaient pas morts. Personne n'était mort dans l'avion, à part la seule personne qui est décédée dans l'avion, c'était De Gaulle. De Gaulle, c'est Aniko Palako, qui était l'aide de camp de Yadema et qui avait manqué de se conformer aux instructions de sécurité, notamment attacher la ceinture. Il s'est levé, comme l'avion zigzaguait en l'air, il s'est levé pour voir qu'est-ce qui se passait. Et dès que l'avion est tombé sur la piste, il y a eu un mouvement, sa tête a cogné, un truc, et puis lui, il est décédé. Donc, lui, il décède. Et donc, quand l'avion est tombé, puisque la piste de cette piste coloniale à Tchitchao, elle est dans le canton de Tchitchao, mais la zone d'habitation de Tchitchao est un peu loin de la piste, puisque cette zone, c'est comme le champ du village de Tchitchao. Vous savez, les gens, ils vivent à côté, ils ont le champ un peu à côté aussi. Donc, c'était comme le champ. Mais le village de Sarakawa était plus proche de la piste. Donc, dès que l'avion est tombé, les premiers qui ont couru pour venir, ce sont les gens de Sarakawa. Mais la piste n'est pas dans leur canton, mais c'est les premiers qui sont venus avant les gens de Tchitchao. Donc, quand l'avion est tombé, par cette manœuvre difficile des pilotes, et Yadema est sorti, il avait quelques égratignures, et De Gaulle est mort, donc Aniko Palako, mais ils ont attaché les pilotes, ils les ont exécutés. Le commandant Deller, c'est son nom, c'est le pilote, il s'appelle Deller, le commandant Deller a été exécuté, son copilote a été exécuté, Ako Nyandi a été exécuté, Nyemenya a été exécuté. Le seul qui est mort véritablement dans l'avion, c'était, comment appelle-t-on, Aniko Palako. Et donc, ils ont exécuté ces gens. Et ils les ont exécutés après avoir chassé les gens qui sont venus les courir. Puisque les gens qui sont venus, quand l'avion est tombé et que l'aile s'est brisée, ils ont vu des trucs qui sont sortis de l'avion, les pommes de terre qui sont versées par terre, les boissons, tout ça. Les gens ont vu ça. Il y a des témoins. C'est un événement que les gens ont vu, les gens ont assisté, il y a des témoins. Donc, les gens ont vu tout ça. Et donc, ils ont exécuté ces gars-là. Et c'est comme ça, en disant que... Et ceux qui ont fait le zèle dans ces choses-là, il y avait Adewi. Je vous avais dit que quand ils ont fait le coup d'État, Adewi est devenu, le sergent Adewi, je ne sais pas s'il est monté en grade entre-temps, il était venu l'homme des basses besognes de Yadema. Adewi, puisque c'est Adewi qui était l'armurier qui a ouvert le magasin d'armes sur ordre de Bodjole, et ils ont sorti les armes pour donner à la bande de Yadema. Ils sont allés assassiner Sylvain Sonimpio. Donc Adewi est devenu un acteur majeur dans le système de Yadema. Donc Adewi et Shango, c'est eux qui ont exécuté les gens, qui ont dit non, qui ont exécuté les gens. Et donc, c'est à partir de là qu'ils ont commencé par construire leur mythe. L'avion n'avait aucun problème. On aurait pu juste le tirer et puis réparer l'aile et puis l'avion aurait pu continuer par fonctionner. Alors, ils ont exécuté ces gens-là et 4 jours après, le capitaine Amei, après avoir décidé de monter leur scénario de mythe, est revenu sur les lieux, il a pris un tracteur et puis il a écrasé l'avion. Il a écrasé l'avion, il a brisé l'avion pour en fait construire leur scénario. Puisque quand vous suivez eux-mêmes leurs propres témoignages, il y a plusieurs témoignages. Les témoignages à l'époque, ils ont dit que le pilote fait quoi? L'avion a piqué du nez, que l'avion est venu s'écraser. Quand un avion s'écrase là, quand un avion pique du nez, on dit l'avion a piqué du nez, ça veut dire que le pilote a perdu les manettes et l'avion est venu tomber sur le sol. Si un avion tombe sur le sol, a piqué le nez, tombe sur le sol, l'avion s'explose parce qu'il y a du kérosène dans l'avion. L'avion, ce n'est pas de l'eau. Il y a du kérosène dans l'avion. Vous avez vu la dernière fois, je ne sais pas dans quel pays, vers la Russie, je ne sais pas où, dans quel pays, un avion qui est sorti de la piste, quand l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé.
Vous avez vu ça? Je ne sais pas dans quel pays il y a eu un drame d'avion la dernière fois. En Corée, voilà. En Corée, vous avez vu l'avion? Quand l'avion est sorti de la piste, parce que le pilote n'arrivait pas à freiner l'avion, l'avion est parti heurter le mur, l'avion a explosé. Alors, si vous prenez eux-mêmes leur propre témoignage qu'ils ont eu à faire, il y a des audios que vous pouvez écouter. Ils ont dit que l'avion a piqué du nez et que l'avion est tombé en s'écrasant au sol. Si un avion s'écrase là, l'avion explose. Ça, c'est un. De deux, il y a un autre témoignage d'un vieux qui dit que, ouais, que les pilotes, ils ont saboté les trains d'atterrissage de l'avion. Ils ont coupé les trains d'atterrissage de l'avion depuis Lomé et ils les ont attachés par du scotch. Ils les ont attachés par du scotch avant de décoller. Donc, si on sabote un train d'atterrissage d'un avion, est-ce que l'avion peut décoller jusqu'à aller atterrir? Puisque le train d'atterrissage de l'avion, quand l'avion décolle, il rentre dans l'avion, il y a une manœuvre pour le faire remonter dans l'avion, et quand l'avion veut atterrir, il sort de l'avion et puis il se pose. Ce témoignage-là aussi est là, vous pouvez l'écouter. Il dit qu'ils ont saboté le train d'atterrissage de l'avion et ils ont attaché ça par un scotch. Vous voyez ça? Donc, ce sont des histoires à dormir debout. Et donc, ils sont allés là et ils ont fait leur scénario et ils ont exécuté ce qu'ils pouvaient exécuter pour construire leur histoire à dormir debout. Je vous ai dit que dans les mémoires de Jacques Foccart, c'est le père de la France-Afrique. C'est lui qui a été l'idéologue qui a fait assassiner beaucoup de chefs d'État en Afrique, qui a installé les présidents qui sont au service de la France. Quand vous lisez les mémoires de Jacques Foccart est clair qu'il n'y a jamais eu d'attentat, qu'il y a eu juste un accident qu'on a transformé en toute une histoire de mythe et tout ça. Alors, si les pilotes qui conduisaient Yadema depuis des années avaient l'intention de le tuer parce que Yadema venait de prendre 51% des actions de la CTNB, quand l'avion a décollé de Lomé, il aurait pu le jeter en mer et puis tous vont mourir. Dès que l'avion a décollé de Lomé, ils auraient pu faire tomber l'avion dans la mer, ou ils auraient pu faire tomber l'avion dans la faille d'Aledio, ou aller se faire écraser sur une montagne. Ils ne l'ont pas fait. Mais plus grave, comme on a dit que c'est les Blancs qui voulaient tuer Yadema, parce que Yadema a pris les 51% de la CTNB, mais quand, après l'attentat, après leur soi-disant attentat, l'accident de cet avion, mais quand Yadema est revenu à Lomé, c'est toujours d'autres Blancs qui l'ont conduit. C'est d'autres Blancs qui ont été toujours ses pilotes jusqu'à sa mort. Alors, d'où vient que quelqu'un qui dit que les impérialistes blancs voulaient le tuer à cause de cet attentat, dès qu'il a retrouvé un nouvel avion, ce sont les Blancs qui l'ont piloté jusqu'à sa mort. Le dernier pilote de Yadema était un Français, il s'appelait Restou, le commandant Restou. C'était lui le pilote de Yadema. Aujourd'hui, les pilotes de Fort Gnassingbé sont des Blancs. Donc, voilà comment ils ont monté leur histoire. Je vais vous lire, en dehors des mémoires de Foucault, je vais vous lire ce que Idem Kodjo que vous connaissez, qui a été quelqu'un de très impliqué dans le système, a dit de cet attentat-là. Vous pouvez trouver la version, vous pouvez trouver le témoignage d'Idem Kodjo dans le livre Idem Kodjo, Un homme, un destin, de Venance Conan. Venance Conan, c'est j'avais pris ce livre-là quand j'étais à Lomé, je l'avais acheté. Venance Conan, c'est un journaliste ivoirien, écrivain aussi. Il a été pendant longtemps le directeur de Fraternité Matin, c'était lui le PDG. Et donc, Venance Conan a consacré un livre à Idem Kodjo. Et il lui a posé la question s'il y a eu vraiment accident ou attentat. Voilà ce que Idem Kodjo dit. Idem Kodjo, vous pouvez retrouver ce livre, hein, c'est dans les librairies à Lomé. Idem Kodjo, Un homme, un destin. Voilà ce que Idem Kodjo dit. Venance Conan lui pose la question. Il dit, Venance Conan lui dit, quelle est finalement la vérité sur cet accident? Venance Conan ne dit pas que c'est un attentat. Il dit, quelle est la vérité sur cet accident? Voici la réponse d'Idem Kodjo. Écoutons Idem Kodjo. La version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, je répète, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. Ça, c'est Idem Kodjo. C'est que l'avion était surchargé. Je continue.
le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela. Ça veut dire qu'en fait, avant même que l'avion ne décolle, le pilote a attiré l'attention que l'avion était trop chargé, qu'il ne peut pas voyager avec l'avion. Ils ont dit non, il faut partir, parce qu'ils allaient en fête. Ils allaient pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour faire la fête. Le deuxième objectif, c'est pour juger le commissaire Pana. Je vais vous parler tout à l'heure du commissaire Pana et comment ils ont exécuté le commissaire Pana. À ne pas confondre avec l'ambassadeur Pana. Il y a l'ambassadeur Pana qui s'appelle Pana Ombri et il y a le commissaire Pana qui était commissaire à Sokodé, qui traitait également de Koulibaly. Koulibaly, c'est quelqu'un qui n'a pas été à l'école, donc il le traitait de Koulibaly. Donc, et ils avaient prévu, ils ont arrêté le commissaire Pana et ils ont prévu le juger après la fête à pied là-bas. C'est pour ça qu'ils sont tous montés. Donc, je vais vous dire ça tout à l'heure. Donc, Edem Kodjo dit, la version la plus probable, n'en déplaise à tout ce qu'on a fait ensuite sur le plan de la récupération politique, et la vérité oblige à le dire, c'est que l'avion était surchargé. C'est Edem Kodjo qui le dit dans le livre de Venance Kona. L'avion était surchargé. Le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. Personne ne l'avait écouté. C'est comme vous arrivez à la station d'Agbalpédo. À la station d'Agbalpédo, il y a un chauffeur qui veut aller de Lomé à Sokoré. Donc son apprenti, il met les bagages, le chauffeur vient, il voit la voiture, il voit que la voiture ne tient pas. Il dit, on ne peut pas voyager parce qu'il y a trop de bagages dans la voiture. Les occupants disent, non, il faut qu'on parte, on doit partir, il faut conduire, on va arriver. Vous voyez? Donc, le pilote, Edem Kodjo dit, le pilote avait essayé d'attirer l'attention sur cela, mais personne ne l'avait écouté. On avait chargé exagérément l'avion et les consignes de sécurité n'avaient pas été appliquées. De Gaulle, donc Aniko Palako, De Gaulle, le chef de la garde rapprochée, qui est mort, était debout dans l'avion. Vous voyez ça? Donc ça rejoint ce que je dis. De Gaulle, le chef de la sécurité rapprochée, qui était debout dans l'avion. C'est pour ça qu'il est mort. Ça, c'est dans le livre de Edem Kodjo. Quand je l'avais dit hier, quand je l'avais dit dimanche, je n'avais pas les extraits du livre. Vous voyez? Et donc, c'est comme si Edem Kodjo, qui n'est plus là aujourd'hui, on a eu la même version. Donc, il y a des témoins, il y a des gens qui savent ce qui s'est passé. Donc, De Gaulle qui était mort, était debout dans l'avion. Donc, il n'était pas assis, il n'avait pas sa ceinture. C'est pour ça que sa tête a heurté un truc et puis il est mort. Donc, dans ce témoignage d'Edem Kodjo, vous allez vous rendre compte que c'est De Gaulle seul qui est mort. C'est Aniko Palako seul qui est mort. Donc, il continue. Il dit, donc, c'est tout simplement un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Vous entendez l'expression? Il dit, c'est un accident dû peut-être à une erreur de pilotage avec l'avion handicapé par le surpoids. Handicapé par le surpoids. Mais, également, en fin politique, c'est-à-dire un homme politique, et également en fin politique, a très rapidement perçu l'intérêt qu'il pouvait tirer de cette affaire. Il a eu le réflexe de lier deux choses. C'est parce que on a pris à ces imbéciles-là, donc les impérialistes, 51%, c'est parce qu'on a pris 51% à ces imbéciles blancs qu'ils ont voulu attenter à ma vie. Donc, c'est l'impérialisme financier qui a voulu me tuer. Il en a saisi le côté mobilisation immédiatement et il a donné des instructions à Kounalé Eklo. Vous connaissez Kounalé Eklo, son fils est dans le gouvernement aujourd'hui. Il a donné des instructions à Kounalé Eklo qui s'est mis à travailler les animateurs au corps. Ils composeront d'ailleurs des chants totalement merveilleux parmi le répertoire de l'animation. Il faut en convenir. Voilà le témoignage de Edem Kodjo dans le livre de Venance Kona, Un homme, un destin. Et ce témoignage de Edem Kodjo est pratiquement identique au paragraphe
au paragraphe de Jacques Faucard qu'il a consacré au Togo en disant que ce n'était pas un attentat, c'était un banal accident que le régime togolais a transformé rapidement en un instrument de propagande et de mythologie. Voilà en réalité ce qui s'est passé, dans cette histoire de Sarakawa, qu'on a rapidement monté de toutes pièces que c'était un attentat. Au point qu'aujourd'hui, et pourquoi d'ailleurs on l'a baptisé Sarakawa? On l'a baptisé Sarakawa alors que la piste était à Tchitchaou. Parce que Eyadema était furieux, comme Eyadema est très rancunier d'ailleurs, il était furieux que les gens de Tchitchaou, qui est le canton qui abrite même la piste la piste d'atterrissage, ne sont pas les premiers à venir à son secours, que ce sont les gens de Sarakawa. Et il a dit, désormais, on va appeler là-bas Sarakawa, alors que la piste là, elle est à Tchitchaou. Aujourd'hui, il y a un conflit de délimitation foncier. Il y a un conflit de délimitation entre les villages Sarakawa et Tchitchaou. Parce que les gens de Tchitchaou disent, mais la piste c'est chez nous. Depuis longtemps, c'était une piste d'atterrissage colonial qui était dans le canton de Tchitchaou. D'où vient que vous réclamez la paternité de cet endroit-là. Au point que le préfet de Kara, qu'on vient de changer, le colonel Bakali, a mis il n'y a pas très longtemps une commission composée des dignitaires des deux villages ou des deux cantons pour délimiter ces deux cantons-là. C'est ça. Donc, vous voyez, Eyadema qu'on présente comme un acteur de cohésion, il a profité d'un accident d'avion pour diviser deux communautés dans la même localité. Aujourd'hui, ces communautés sont en train de traîner cette contradiction et ils sont aujourd'hui, il y a des malentendus entre ces communautés-là. Et les gens qui avaient la piste coloniale ont dit, mais c'est dans notre canton, vous ne pouvez pas réclamer ça. Donc, si Eyadema devait être cohérent avec lui-même, il devait dire, si c'est un attentat comme lui-même le dit, il devait dire l'attentat de Tchitchaou. Mais, en bon rancunier, il a dit attentat de Sarakawa. Alors que la piste n'est pas à Sarakawa, même si le village de Sarakawa était plus proche de la piste que le village de Tchitchaou. La piste est dans le canton de Tchitchaou. Si vous prenez la carte coloniale du Togo allemande, vous allez retrouver cette piste-là. Demandez aux historiens, vous allez retrouver cette piste-là. Donc, c'est comme ça qu'ils ont construit l'histoire, après avoir exécuté ceux qui peuvent exécuter. Donc, ils ont gardé ceux qui étaient vivants et ils ont exécuté les gens, ils ont exécuté les Blancs. Le commandant Deller a été exécuté, son copilote a été exécuté, les mécaniciens, tout ça ont été exécutés. Le seul qui est mort, c'est Aniko Palako. Maintenant, je reviens sur la question du commissaire Pana. Vous savez que quand Bojolé, qui était le chef, le chef d'orchestre de l'insurrection qui a abouti à l'assassinat, au crime crapuleux de Sylvanus Olympio, dès que Eyadema intègre l'armée, parce que Eyadema n'était pas de l'armée. Eyadema n'était pas de l'armée. Il était un demi-solde. C'est eux, ils se battaient pour rentrer dans l'armée. Et donc, ils ont bénéficié de la complicité de leurs frères qui les ont aidés à assassiner Sylvanus. Donc, dès que ils ont assassiné Sylvanus, le premier décret que Nicolas Grunitzky prend, c'est d'intégrer dans l'armée ces demi-soldes-là. C'est d'intégrer dans l'armée cette demi-solde. Et Eyadema, qui était sergent, c'est pas sergent-chef, a été propulsé immédiatement capitaine dans l'armée. C'est le premier décret. Vous pouvez retrouver ce décret-là dans les archives. Donc c'est le premier décret qui a été pris par Grunitzky, qui a propulsé Eyadema en capitaine. Donc Eyadema venait de supplanter immédiatement Bojolé, qui était lui déjà adjudant-chef dans l'armée régulière. Et c'est Bojolé qui dirigeait l'unité, la petite unité d'infanterie de l'armée qui était là, l'embryon. Donc, Eyadema capitaine, donc, après immédiatement de l'ascendance sur Bojolé. Donc, du coup, entre Eyadema et son club et les Bojolé, il y a eu une espèce d'animosité qui s'est installée. Donc, Eyadema, Bojolé n'a pas digéré le fait que Eyadema venait de le supplanter. Et donc, les gens qui étaient proches de Bojolé, ils ne digéraient pas non plus cette humiliation, puisque Bojolé était plus lettré qu'Eyadema. Donc, il était déjà adjudant-chef, donc il était plus lettré qu'Eyadema. Donc, il n'acceptait pas cela. Donc, les gens de Bojolé, qui étaient majoritairement, les proches de Bojolé, qui étaient majoritairement du canton de Kouméa, ont essayé de mettre en difficulté Eyadema. Et Eyadema les a mis, les mettait sous surveillance. D'où l'affaire de Bokobosso. Vous connaissez l'histoire de Bokobosso, dont on a dit que
il a tenté d'assassiner Yadema au cours d'une revue des troupes et que la balle a franchi, je ne sais pas quoi, bon, une autre mythologie, et que ce Bokobosso-là a disparu. On ne sait pas ce qui s'est passé, on nous a raconté dans le livre qu'on a, le livre, je ne sais pas, dithyrambique qu'on a fait pour Yadema, en disant que à chaque date de ce acte-là, Yadema invitait Bokobosso à manger pour le pardonner, et puis après, bon, Bokobosso a disparu. Donc, c'était le premier coup d'alerte des hommes de Bojolé. Donc, après, les relations entre Yadema et Bojolé se sont fondamentalement brouillées, et le commissaire Pana était du camp de Bojolé. Et donc, le commissaire Pana tenait des propos assez sévères contre Yadema. Il le traitait de moins que rien, de Koulibaly, de quelqu'un qui est venu leur arracher, et tout et tout. Et donc, les gens ont rapporté à Yadema les propos que tenait le commissaire Pana à son endroit. Et donc, le commissaire Pana a été arrêté et il a été mis en détention à la brigade de gendarmerie de Kara. Donc, Yadema montait à Kara à la fois pour continuer la fête du 13 janvier, mais aussi pour juger le commissaire Pana. Donc le commissaire Pana devait passer au jugement devant tous ces barons qui étaient montés avec Yadema. Et donc, quand l'avion est tombé, par rapport à tout ce que je viens de dire, a connu cette sortie de piste, et que Yadema est rentré chez lui, et qu'ils étaient en train d'échafauder leur plan, Shango, qui était avec Adewi, les hommes qui faisaient les basses besognes, je vous ai rappelé que ce sont les Adewi qui ont assassiné Laurent Djagba dans sa cellule au camp RT avec tous leurs camarades de lutte. Les premiers assassinats qui ont eu lieu, il y avait Adewi, il y avait Gaston, je crois qu'il y avait Gaston Perret, et puis il y avait Lawani. C'est eux qui ont assassiné ces gars-là. Donc c'était les hommes de basse besogne. C'était comme Djoua à l'époque, quand Djoua était là et il faisait tout ce qu'il faisait. Et donc, du coup, Shango est parti extraire de la cellule de la brigade. Le soir de la brigade, le commissaire Pana, il a amené sur le site où l'avion est tombé et ils l'ont fusillé. En disant, c'est toi que le patron venait pour écouter et l'avion est tombé. Donc, tu es responsable, tu ne mérites pas de vivre. Et ils l'ont fusillé sur le site là où il y a l'avion. Et ils l'ont fusillé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ils l'ont fusillé sur le site. Donc, on ne l'a même pas écouté, on ne l'a pas passé, tout ça, ils l'ont fusillé. Donc, derrière cette histoire d'avion qui est tombé, il y a eu beaucoup de drames. Et les familles portent encore le deuil sans savoir réellement ce qui est arrivé à leurs parents. Et ce que vous avez appelé à Lomé là-bas, ou bien ce que nous appelons la CVJR, elle n'a jamais élucidé ce que je suis en train de dire. Elle n'a jamais élucidé ça. C'est pour ça que je parle de fausse réconciliation, de tout ça. Tout ça, c'est des histoires. Donc, ils sont allés extraire le commissaire Pana de sa cellule, puisque le commissaire Pana, il est connu pour être un proche de Bojolé, ils l'ont amené sur le site et ils l'ont fusillé. C'est comme ça qu'ils l'ont liquidé. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont fini de construire toute leur histoire autour de ce drame-là, Yadema a repris, on a dit bon, que Yadema va rentrer à Lomé en boubou blanc, dans un véhicule, en bon miraculé, tout ce qu'on a appelé, vous pouvez vous rappeler, retour triomphal du 2 février. Retour triomphal du 2 février. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, Faure Gnassingbé, qui a hérité le pouvoir de son père, n'a rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Il était certes déjà né, il est né en 66, mais il n'a rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Rien, absolument rien à voir avec l'accident de Sarakawa. Il n'avait absolument rien à voir. Pourquoi lui, aujourd'hui, il s'approprie de cet événement et qu'il continue de le commémorer? Pourquoi il s'approprie de ça? Pourquoi il s'approprie de cet événement et continue de le commémorer? Donc, non,
il y a les choses dans les archives. Hein. Ce que je dis, je donne des références. Il y a des choses dans les archives. À moins que vous êtes des paresseux et vous ne voulez pas aller chercher. Moi, j'ai fait des études d'histoire et je sais de quoi je parle. Et donc, il y a des choses dans les... Quand je parle de Foucault, c'est que j'ai lu les mémoires de Foucault. Quand je parle de Dem Kodjo, je viens de lire le livre de Dem Kodjo. Vous pouvez aller le chercher dans les librairies à Lomé. Il y a plein de choses. Si vous ne voulez pas apprendre, vous voulez rester des abrutis, c'est votre problème. Je parle de ceux qui font des bêtises. Mais les faits, ce que je dis est factuel. Et donc, pourquoi Faure Gnassingbé continue de célébrer un événement dont il n'a pratiquement aucun lien? C'est parce que rapidement, ils ont transformé ce lieu en un lieu de rituel. Et je vous ai dit que dans la nuit, comme aujourd'hui, dans la nuit du 23 au 24, tard dans la nuit, ils émoulent des bœufs là-bas, ils font tout ce qu'ils peuvent faire, ils invoquent des esprits, et le lendemain, ils reviennent en tenue blanche. C'est-à-dire, la nuit, quand ils finissent de faire ce qu'ils doivent faire dans le noir, le lendemain, ils viennent tout blancs pour dire « Ah oui, on est venu pour célébrer ce qu'eux-mêmes ils appellent l'attentat de Sarakawa, la libération économique, toutes les conneries qu'on racontait dans les animations et tout ça. » Et donc, cette nuit, ils vont le faire encore, comme ils l'ont fait la dernière fois, le 13 janvier, à l'endroit que j'ai évoqué. Et j'ai eu encore beaucoup de témoignages des gens. J'ai partagé un de ces témoignages de quelqu'un qui a vécu et qui a vu en 2005 comment la cérémonie a été faite, mais qui n'a pas pris. Et donc, voilà comment on a construit opportunément un mythe autour d'une histoire. C'est comme quand la démocratie a commencé au Togo, quand la démocratie a commencé, vous avez entendu cette histoire. Les gens nous ont raconté, pour fabriquer le mythe d'Agboibo, les gens nous ont raconté qu'Agboibo disparaissait. Que Agboibo était un jour chez Yadema, et puis il y a eu un problème entre eux, Yadema voulait tirer sur lui, et puis Agboibo a disparu. Vous avez entendu ça, non? En 90, 91, 92, que Agboibo avait des pouvoirs de disparaître. Et quand les militaires sont partis attaquer le HCR au palais des congrès, quand ils ont frappé Agboibo, il semble qu'ils lui ont dit, c'est toi qui disparu, non, disparu, on va voir. C'est ça, qu'il aurait disparu avec le fauteuil de Yadema, c'est ça. Donc, les gens construisent le mythe, leur histoire, pour soit un projet politique, ou soit pour maintenir un pouvoir. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que les manipulations de ce genre ont commencé. Ça existait depuis la nuit des temps. Ces genres de manipulation. Quand vous prenez l'histoire de Lénine, vous prenez l'histoire de Staline, vous prenez l'histoire de Kim Il-sung, l'ancêtre de tous ceux qui gèrent la Corée du Nord, c'est toujours entouré d'histoires comme ça. Donc, Yadema a fabriqué aussi son histoire. Et pour la petite confidence, mais quelqu'un comme Omar Bongo, à l'époque, il croyait vraiment qu'Agboibo avait ces genres de pouvoir, au point qu'il invitait Agboibo chez lui au Gabon, il lui donnait beaucoup de moyens. Voilà. Donc, les gens construisent le mythe pour construire leur propre ambition personnelle. Donc, l'avion qui est tombé là-bas, ça n'a servi qu'à construire ce mythe-là, qui malheureusement a été porté par des intellectuels, des gens totalement faux, des gens qui cautionnent le mal et qui ont propagé ça, qui ont créé de l'animation politique, ont fait danser les Togolais sur des conneries. Sur des conneries. Sur des conneries. Donc, ce soir, ils vont continuer par faire leur rituel. Si c'est les bœufs qui doivent sacrifier, ils vont les sacrifier. Si c'est les chameaux, ils vont les sacrifier. À l'esprit qu'ils invoquent là-bas. Alors que Faure n'a aucun lien avec cet événement. Et demain matin, vous allez les voir en tenue blanc, tout blanc, tous habillés en blanc. Les gens qui étaient en tenue noire dans la nuit profonde, le lendemain, ils portent le blanc pour venir, voilà, bluffer les gens. Et ces bœufs qui ont été sacrifiés, on les envoie dans les casernes pour les militaires. Ça constitue en même temps un moyen de les adoucir. Donc, comme on le dit en vernaculaire, c'est vossab noué. Donc, ils envoient ça pour que les gens mangent. Vous voyez. Et donc, voilà comment on a construit le mythe de cet accident d'avion qu'on a baptisé attentat de Sarakawa. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.